L'environnement, ce n'est pas seulement les énergies renouvelables, mais c'est aussi d'autres aspects qui entrent en jeu, notamment l'aménagement du territoire. Alors pour aborder cette question de l'aménagement du territoire, nous recevons sur ces plateaux Maître Augustin Poyi. Bonjour Maître. Bonjour, Vous allez bien? je vais bien, Vous merci. êtes un expert en ces questions de l'aménagement du territoire, c'est ça? Oui, bien sûr. Alors lorsqu'on parle de l'aménagement du territoire, on fait allusion à quoi concrètement? Bon, l'aménagement, c'est un processus qui vise à planifier l'utilisation de l'espace. L'espace est généralement protégé. Donc, il n'est pas autorisé à toute personne d'entreprendre n'importe quelle activité, n'importe où et de n'importe quelle manière. Et donc, c'est l'aménagement qui vient mettre de l'ordre en mettant en place un dispositif qui permet de réunir les parties prenantes, le gouvernement bien sûr, réunit les parties prenantes autour d'une manière d'affecter l'espace national. Je peux très brièvement présenter les choses de cette façon. On peut penser qu'en République démocratique du Congo, il y avait nécessité de penser à ces processus d'aménagement du territoire. Oui, bien sûr, la RDC a retenu au titre des priorités la question d'aménagement du territoire. Vous êtes sans ignorer que le gouvernement avait adopté en 2012 la stratégie cadre nationale RED+, qui est un document programmatique, stratégique, qui a été adopté en Conseil des ministres et qui aujourd'hui se décline en plusieurs programmes. Il y a 18 programmes qui sont dans cette stratégie. Et au nombre de ces programmes, il y a le programme de la réforme de l'aménagement du territoire. Et donc, si le gouvernement a pu juger utile d'inscrire l'aménagement au titre des priorités gouvernementales, c'est que c'est une question centrale au niveau des priorités du gouvernement. Parce que vous avez eu à travailler dans ce processus depuis plusieurs années, qu'en est-il aujourd'hui de ces processus? Est-ce qu'il a abouti ou il est toujours en cours? Alors, je voudrais parler de ce processus en termes de ce qui a été planifié et de ce qui se fait. Et peut-être livrer mes opinions personnelles en tant qu'expert sur la manière dont les choses sont faites par rapport à la planification du départ. Comme je l'ai dit, le programme de l'aménagement du territoire est un programme du gouvernement. Il vise à doter le pays, la RDC, d'une nouvelle politique nationale en matière d'aménagement du territoire. Cette politique va donner la vision du gouvernement et lever des options stratégiques sur la question de l'aménagement du territoire avec un énoncé des objectifs gouvernementaux assez clairs et des options fondamentales qui seront levées demain pour administrer notre espace. Donc ça, c'est le premier résultat phare qui est recherché. Le deuxième, c'est de doter la RDC d'une nouvelle loi d'aménagement du territoire qui est perçue comme un instrument au service de la politique d'aménagement du territoire. Et la loi va découler justement des options qui vont être levées au niveau de la politique d'aménagement du territoire. Alors, après cela, il est prévu de doter la RDC d'un schéma national d'aménagement du territoire. Le schéma, c'est un outil technique, qui essaye de mettre dans un support, de rendre compte de l'utilisation actuelle du territoire, mais également des projections d'utilisation pour l'avenir, mais en partant d'un certain nombre de données, mais des données scientifiques fiables. Et donc voilà, ça c'est un troisième résultat phare, que la RDC soit dotée d'un schéma national d'aménagement du territoire qui va servir de repère pour les provinces dans les décisions d'aménagement du territoire que les provinces sont appelées à prendre dans le cadre de plans provinciaux d'aménagement. Donc dans le cadre du processus RED de façon globale, au niveau de, vous avez certainement entendu parler des programmes intégrés RED+, qui sont des programmes qui sont géographiquement intégrés au niveau des provinces. Et là, à ce niveau-là, ce qui est prévu, actuellement, c'est 8 provinces qui sont concernées, que ces provinces se dotent des plans provinciaux d'aménagement du territoire. Et au sein des provinces, il est question d'accompagner les ETD à se doter des plans provinciaux d'aménagement du territoire.
Et puis après, dans le programme de la réforme de l'aménagement, il est prévu également l'élaboration d'un certain nombre d'outils techniques méthodologiques qui vont aider à élaborer tous ces outils, le schéma, les plans locaux et provinciaux d'aménagement du territoire. Donc voilà un peu la réforme de l'aménagement telle qu'elle est planifiée avec le ministère de l'aménagement du territoire, mais dans le cadre global du Fonds national RED, qui est la corbeille financière qui essaye d'appuyer tous ces programmes. Mais quelle est votre lecture justement de ces processus à ce jour? Donc actuellement, là, j'ai rendu compte de ce qui est planifié. Exactement. Bon, maintenant, qu'est-ce qui est fait jusqu'à la date d'aujourd'hui? C'est qu'on a eu le ministère avec le PNUD, parce que c'est un programme qui est sous gestion du PNUD. Il y a un accord qui lie le PNUD avec le ministère des Finances et qui lui confie justement de piloter ce programme. Le PNUD agit en recrutant un bureau d'études tunisien qui a été recruté pour accompagner le ministère de l'aménagement du territoire dans la mission de définir la politique, la loi, le schéma et les outils méthodologiques dont j'ai fait allusion. Bon, à ce jour, nous avons vu circuler le draft de la politique qui a été produit. On a vu circuler le draft de la loi qui a été produit également, l'esquisse du schéma national et puis le guide méthodologique pour l'élaboration des plans provinciaux et des plans locaux d'aménagement du territoire, y compris un guide un peu spécifique sur la cartographie participative. Voilà ce qui a été fait pour l'instant. Alors, quelles sont mes observations personnelles? Je vous ai dit que nous sommes des experts des ONG. J'interviens aujourd'hui comme conseiller technique. Je viens en appui à une ONG congolaise, CODELT, et qui essaye de suivre la question de la réforme de l'aménagement du territoire depuis les débuts. Et donc on est mieux placé en tant qu'observateur et acteur en même temps. Observateur parce que nous ne sommes pas dans une position de décision, nous sommes dans une position de contribution et nous observons comment est-ce qu'on fait avec toutes les contributions scientifiques que nous produisons et que nous destinons à la réforme. Et c'est là que je veux émettre une opinion tout à fait personnelle qui m'engage, mais c'est des réflexions qu'on a partagées en interne au sein de ma structure, la structure CODELT. Alors, le premier constat, c'est que c'est une réforme qui est allée trop vite, trop vite. Le constat qu'on fait, c'est que la durée qui était prévue initialement était de 5 ans, mais ensuite il a été réduit de 3 ans, pour la simple raison qu'on a perdu 2 ans pour recruter le bureau d'études. Je pense qu'aujourd'hui, le plan d'investissement RED en cours de mise en œuvre est à l'heure du bilan, parce que c'est la 5e année et on est censé amorcer un nouveau plan à partir de 2021, qui va partir de 2021 à 2025. Et donc c'est l'heure du bilan et je pense qu'il est important de pouvoir dire les choses telles que nous les avons observées pour tirer des leçons et améliorer les projections pour l'avenir, pour le prochain plan d'investissement. Donc c'est anormal de mettre 2 ans pour pouvoir recruter un bureau d'études international. Encore que là, il faut se poser la question de savoir si ça valait vraiment la peine, hein, si on n'est pas contre le recours à l'expertise internationale. Et chaque fois qu'on a été confrontés, nous les experts congolais, à une expertise internationale, on sent que le travail a été doublement enrichi. Parce qu'il nous a... Par les Congolais qui parlent... Voilà, cette combinaison d'expertise crée de la richesse. Parce que ceux qui tiennent l'expertise internationale ont travaillé dans plusieurs pays sur cette thématique. Et donc, ils ont, en termes d'apport, énormément de choses à nous apprendre. Mais ils n'ont pas la meilleure compréhension du contexte congolais. Surtout quand on parle d'une politique nationale. Surtout quand on parle d'une loi nationale. Il n'est pas très évident qu'un expert extérieur qui vient ait une compréhension aussi affinée de notre système que nous-mêmes.
Donc c'est bien d'avoir une confrontation d'expertise pour avoir des données de qualité, parce qu'il s'agit de légiférer sur une matière sur laquelle, une fois qu'on a légiféré, il faut attendre peut-être 100 ans pour y revenir. Donc, ce n'est pas des réformes courantes. La réforme foncière, la réforme de l'aménagement du territoire, quand on les a faites, il faut attendre longtemps. Ce n'est pas des matières qui se prêtent facilement. Et puis, dès lors que le bureau d'études a été recruté, nous avons été témoins. Et personne ne peut nous faire taire sur la manière dont ce bureau d'études a travaillé. Nous avons eu affaire à des livrables qui ont été présentés. Nous assistons à la présentation, nous relevons des mérites, c'est vrai, tout n'a pas été que mauvais, mais nous relevons aussi des problèmes, des écueils, des considérations qui auraient dû être prises en compte, mais qui ne l'ont pas été. Nous le relevons. Et on se projette pour une prochaine date pour qu'on voit comment le bureau d'études a pu intégrer les suggestions que nous avons formulées lors de l'atelier précédent. Quand on vient pour la prochaine fois, non seulement on a affaire à une nouvelle équipe de personnes, c'est plus ceux avec qui vous étiez avant, mais on a affaire aussi à des documents qui nous sont produits et qui ne montrent pas comment des suggestions pertinentes, nous estimons que c'est pertinent. Nous ne parlons pas comme des profanes. Lorsque nous parlons, nous avons pris soin d'étudier la question et nous y avons mis des années pour pouvoir construire une expertise. Lorsque le bureau d'études rejette, par exemple, des suggestions que nous avons faites, nous on s'attend à ce qu'il y ait une explication. Il faut qu'il y ait une méthodologie de travail qui permet de retracer ce que les parties prenantes ont apporté en termes de contributions et comment cela a été intégré. Et si on n'a pas intégré, qu'on justifie pourquoi. C'est comme ça que méthodiquement on devait travailler. Mais lorsqu'on vous présente à un prochain atelier, une prochaine rencontre, on vous présente une situation, des personnes nouvelles qui n'ont rien à voir avec ceux qui ont reçu les questions la dernière fois et qui en plus sont perdus par rapport aux suggestions et aux questions qui sont relevées tout au long de l'atelier. Il y a là un problème. Et on a continué comme ça dans ce rythme de vitesse parce qu'il fallait faire très vite, parce qu'il ne faut pas oublier que dans l'entretemps, il y a un nouveau ministre qui est entré en scène, qui a son agenda et qui presse pour que, en très peu de temps, on lui donne les livrables qu'il attend, la politique, la loi et le schéma. Et on est tous emballés dans cette urgence de l'agenda du ministre. Et en le faisant de cette façon-là, je dois avouer aujourd'hui qu'on a eu des livrables qui reflètent ou qui ont de la peine à refléter les demandes des parties prenantes, des suggestions concrètes qui ont été faites par les parties prenantes. Voilà pourquoi nous avons estimé, nous en ce qui nous concerne, parce qu'on a marqué, on a fait un pas et on a rencontré quelques incompréhensions, il y a eu des malentendus, on s'est peut-être accroché sur des questions accessoires et on a laissé de questions principales. Et on s'est retrouvé avec un certain nombre des données qui ont été générées, mais qui n'ont pas pu être capitalisées au mieux dans les livrables finaux que le ministère a fini par présenter. Dans ces conditions-là, on a été amené à faire une contre-proposition. Quand je dis on, c'est nous, au sein des CODELT. On ne peut pas empêcher une structure de réfléchir. Nous sommes devant une réflexion nationale et tout expert qui se sent interpellé à pouvoir contribuer peut se faire valoir. Et nous l'avons fait, nous avons produit un projet de loi qui n'est pas très éloigné de celui qui a été piloté par le ministère, mais qui améliore, au fait, qui essaye de souligner les écueils, les problèmes qu'on a relevés. Et on a présenté un projet cohérent du début à la fin, bien consolidé, et on attend qu'on nous donne l'espace pour pouvoir nous exprimer, expliquer pourquoi on a eu cette démarche-là. Donc voilà, ça c'est au niveau de la loi. Nous avons également des problèmes avec les documents de politique. On a des problèmes aussi avec le schéma, on est en train de lire encore.
il y a très peu de temps, et aussi les autres outils méthodologiques. Donc pour chacun de on est en train de travailler avec Rainforest Foundation pour centraliser toutes les contributions et les remonter auprès du ministère de la... Alors moi je voulais savoir, parce que vous avez parlé de la durée. Il était prévu au départ 5 ans et puis on est arrivé à 3 ans. De quelle manière cette durée impacte-t-elle sur la qualité du travail? Bon, je ne maîtrise pas très bien les questions des durées. Mais ce que j'ai en souvenir, c'est que lorsque le bureau d'études a finalement été recruté, on lui a donné 6 mois pour produire à la fois la politique, la loi, le schéma et les outils méthodologiques, ce qui est très peu lorsqu'il faut considérer surtout le temps de diagnostic qu'il fallait mener, la consultation des parties prenantes qu'il fallait intégrer, et puis l'écriture des documents de qualité, l'implication des experts. Vous voyez, en 6 mois, c'était impossible. Et je ne suis pas très surpris qu'on soit arrivé à des livrables qui soient aujourd'hui, dont la qualité est contestée aujourd'hui. Justement, quelles sont les insuffisances que vous, en tant qu'expert ou votre organisation, a pu déceler dans ce qui a été présenté? Alors, comme le temps était très court, nous nous sommes apaisantis sur la loi d'aménagement du territoire. Et puis après, au fur et à mesure que nous pourrons dégager le temps, on pourrait voir le schéma, on pourrait voir les outils méthodologiques pour les plans provinciaux, les plans locaux et le guide sur la cartographie. Alors, par rapport à la loi, quels sont les griefs? D'abord, l'écriture était vraiment inappropriée au départ. Je suis heureux qu'ils l'ont reconnu parce qu'ils ont produit une nouvelle version où on sent qu'il y a une amélioration de l'écriture de la loi. Mais depuis très longtemps, on a fait cette remarque-là que ce n'est pas une loi qui était bien écrite. Alors, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la sémantique. Vous savez qu'aujourd'hui, dans tous les nouveaux textes de loi, il y a l'article 1er ou 2 ou 3 qui donne la liste des définitions clés qui seront utilisées dans le texte. Et c'est là qu'il y a des problèmes, on n'arrive pas à se mettre d'accord sur d'abord la liste des concepts à définir et ensuite sur le contenu à leur donner. Il y a des choses qui sont mises dans la version, y compris la version finale qui a été transmise, avec lesquelles on n'est pas d'accord. On a beaucoup plus mis d'accent sur des concepts de nature urbanistique, alors qu'on est ici dans une loi d'aménagement du territoire. Nous avons conseillé que toutes les questions qui relèvent de l'urbanisme puissent être inscrites dans une mesure d'application qui va aborder les questions d'urbanisme. Et que c'est là qu'on pourra arriver à la définition de ces concepts-là. Mais on n'a pas réussi à se faire entendre. Il y a la définition d'autres concepts comme l'aménagement lui-même, les plans d'aménagement. Il y a des définitions qui sont données et sur lesquelles les experts ne se sont vraiment pas mis d'accord. Et nous continuons à en appeler à ce qu'il y ait vraiment un consensus entre les experts sur ces questions. Il y a également cette question des outils qu'on a retenus, des outils de mise en œuvre de l'aménagement du territoire. Il y a un ordre ici au Congo. L'espace n'est pas, comment je vais dire, il y a des principes qui existent déjà dans notre pays, dans notre système, et qui organisent l'espace. Et ces principes ont pour fondement la Constitution, mais vous avez également un certain nombre de lois sur la décentralisation qui ont donné des définitions et qui ont énoncé des principes. Et l'aménagement ne peut pas venir sans pouvoir considérer les principes qui sont déjà organisés, affirmés par des lois sectorielles qui régissent le territoire et qui constituent ce qu'on appelle aujourd'hui l'ordre politique, administratif et territorial du pays. Il y a un ordre et l'aménagement vient pour s'incruster dans cet ordre-là. Et donc, il y a une cassure entre la loi qui est présentée d'aménagement du territoire et les éléments de l'ordre territorial du pays. Lorsque on parle des compétences pour aménager, vous avez des compétences qui sont du niveau national, vous avez des compétences du niveau provincial, vous avez des compétences du niveau local. Vous voyez, ce n'est pas bien reflété dans les instruments qui nous sont proposés. Lorsqu'on parle
par exemple, du plan provincial d'aménagement, c'est un plan pour la province. Et il y a une loi qui régit les provinces, c'est la loi sur la libre administration des provinces. Lorsqu'on parle des ETD, et entités territoriales décentralisées, il y a une loi sur les entités territoriales décentralisées, une loi organique. Et il faut respecter ce qui est écrit dans cette loi-là. Et donc, l'aménagement vient, et donc les compétences pour aménager sont déjà aussi réparties par les éléments de l'ordre territorial. C'est-à-dire qu'au niveau des entités locales, il y a des autorités prévues qui exercent des compétences d'aménager et que l'on aimerait voir être reflétées dans la nouvelle loi. Ce qui n'est pas le cas. Ils n'ont pas réussi à faire cette cohérence territoriale entre les compétences qui sont prévues dans le droit administratif congolais et les compétences en matière d'aménagement du territoire. Il y a une cassure là-dessus. Nous avons produit une note technique pour essayer de corriger là-dessus. Et au-delà de la note technique, dans le projet que nous avons proposé, ces éléments ont été mis en cohérence. Il y a le cadre institutionnel qui est proposé, qui également pose problème. Nous avons eu l'impression que dans la majeure partie des dispositions qui règlent les questions institutionnelles, on n'a pas bien reflété les compétences du ministère de l'Aménagement du territoire au niveau central et au niveau local. On a créé un certain nombre d'institutions qui ont fini par sortir hors du ministère de l'Aménagement du territoire les compétences qui sont les siennes en vertu de l'ordonnance sur l'attribution des ministères. Comme laquelle, par exemple? Non, lorsqu'on dit par exemple que le ministre national est celui qui conduit la politique de l'État, qui élabore et qui conduit la politique de l'État en matière d'aménagement du territoire. Donc de ce point de vue, c'est lui qui répond de la mise en œuvre de la politique, y compris devant le Parlement. S'il y a un problème, c'est à lui que la question est posée. Mais ils ont créé une structure, je crois que c'est le Conseil national de l'aménagement du territoire, auquel on a donné pratiquement les compétences qui, en vertu de cette ordonnance, reviennent plutôt au ministre. Vous voyez, et c'est un organe monstre. Là-dedans, il y a tous les ministres, il y a les présidents des assemblées provinciales, vous avez des gouverneurs de province. Je ne connais pas un exemple d'organe pareil. Vous voyez, c'est vrai, c'est un mérite de faire des innovations, mais il faut faire des innovations qui soient réalistes, faisables et qui s'inspirent aussi de l'histoire institutionnelle du pays. Et de ce point de vue, ça n'a pas été assez bien reflété dans les documents. Mais déjà avec un organe comme celui-là, en cas de problème, qui va répondre devant? Un organe comme celui-là est un organe technique qui sert d'appui conseil et qui donne des avis à ceux qui ont la décision en matière d'aménagement du territoire. Voilà comment ça devait être. C'est-à-dire qu'on a un regroupement d'experts au sein d'un organe qui joue le rôle d'autorité consultative sur les questions d'aménagement du territoire et qui fait tout le travail technique. Cet organe est multi-acteur, cet organe est multisectoriel. Donc c'est là que les discussions techniques ont lieu et dès que c'est fini, font un avis et le ministre qui a le secteur prend des décisions. Vous voyez, et ça se répercute de la même manière au niveau provincial et au niveau local. Alors, les choses n'ont pas été reflétées de cette manière-là et on a pensé que c'était important de pouvoir le rappeler parce que cette loi va nous régir pendant plusieurs années et ce serait vraiment dommage qu'après la réforme de l'aménagement du territoire, il y ait des questions qui restent en discussion, qui restent pendantes, qui n'ont pas été résolues parce que tout simplement le diagnostic qui a été réalisé et les réponses que la loi était censée apporter n'a pas pu les apporter. Et voilà pourquoi nous tirons cette sonnette d'alarme. Et aujourd'hui, avec l'état des choses, comme ça se présente, une fois que cette politique, cette loi et ces schémas validés à l'état où ça se trouve aujourd'hui, vous pensez qu'il y aura des conséquences? Lesquelles, par exemple? Bien sûr, parce que vous avez toutes ces questions de conflit dans l'utilisation de l'espace. Il y a la superposition des titres qui génèrent des conflits entre les utilisateurs de l'espace. Vous avez les conflits entre les opérateurs économiques et les communautés locales. Vous avez des conflits, des compétitions entre les ministères autour de l'utilisation de l'espace. Toutes les questions de la préservation de la biodiversité,
de protection de l'environnement, de la protection que nous devons à une richesse comme les tourbières que nous avons. Mais c'est l'aménagement du territoire qui est le cadre qui permet de mettre la cohérence pour que demain nous n'ayons plus des conflits d'utilisation de l'espace. Vous avez Virunga aujourd'hui, la question de Virunga entre le pétrole qui est dans le parc et toute la richesse de la biodiversité, le patrimoine culturel que représente le parc. Il faut faire des choix, mais c'est l'aménagement qui nous permet justement de faire des choix, mais en fonction des données réelles. Ouais. Le système tel qu'il est monté dans la loi actuelle, nous n'avons même pas vu la place des inventaires. Lorsqu'on veut aménager, il faut connaître l'existant. On a quel type de ressources dans notre sous-sol? Vous voyez, c'est d'aller jusqu'au niveau de la quantification. Aujourd'hui, avec l'évolution technologique, j'ai vu quand le président est parti au Japon, le Japon a offert, je ne sais pas quel est le suivi que le gouvernement a pu en faire jusqu'à aujourd'hui, a offert de pouvoir aider la RDC à très court terme, le mot a été employé, pour pouvoir inventorier non seulement les richesses naturelles de la RDC en termes de ressources renouvelables et non renouvelables, d'avoir une cartographie de la répartition de nos ressources du sol et du sous-sol. Vous ne pouvez pas planifier si vous n'avez pas ces données-là. Vous voyez? Et on ne voit pas dans la loi qui est aujourd'hui présentée, ni dans la politique, comment est-ce qu'on met à contribution le capital naturel que nous avons dans la planification du développement à travers l'aménagement du territoire. Ce n'est pas très clair. Les arbitrages, on en a besoin institutionnels entre les mines, par exemple, qui rivalisent avec l'environnement. Il y a un carré minier, mais qui est dans une aire où il y a une richesse extrême de biodiversité, ou les tourbières. Comment on tranche? Vous voyez, il faut qu'il y ait des mécanismes dans la loi et dans la politique qui montrent comment on va faire des arbitrages entre les mines, les hydrocarbures, la faune qui est là, pour qu'on ait un système de planification à travers l'aménagement du territoire qui permet de faire ceci sans déranger cela et d'avoir une vision consolidée d'un territoire qui est administré, mais de façon intégrée, de façon concertée, de façon cohérente. J'ai l'impression qu'avec le contenu de la loi actuelle et les éléments de la politique que nous avons, on a quelque peu raté cet objectif. Et la crainte, c'est que demain, les mêmes problèmes ne reviennent et que lorsqu'on va au niveau de la politique et on va de la loi, on ne trouve pas des repères pour pouvoir les résoudre. Et donc, c'est un risque, j'estime aujourd'hui, de ne pas ouvrir une autre ère d'alignement. Il y a déjà un grand pas qui est franchi, nous ne sommes pas dans la remise en cause, nous sommes une force de contribution, nous ne sommes pas dans la remise en cause, mais nous attirons l'attention sur le fait qu'il y a des choses très importantes sur lesquelles il fallait qu'il y ait un bon débat et qu'on lève des bonnes options, qu'on ait un véritable consensus national pour qu'on se dise que voilà, demain, nous n'aurons plus les conflits des lois dans l'utilisation de l'espace, nous n'aurons plus plutôt des conflits de compétences entre les différents ministères et que l'esprit de compétition qu'on observe entre les ministères dans l'utilisation de l'espace, nous ne l'aurons plus demain. Donc voilà, nous voulons une réforme qui est vraiment réussie, qui ait permis de résoudre tous les problèmes d'utilisation de l'espace national et qui nous inscrive pour un avenir qui soit meilleur, un territoire qui sera facile à gérer par les générations qui viennent. Entendre votre analyse, j'ai l'impression, ça n'engage que moi-même, j'ai l'impression qu'on est parti plus vite en besogne, d'autant plus qu'il fallait commencer par des inventeurs pour mieux planifier, mais apparemment c'est comme si les inventaires n'ont pas été réalisés et que cela vous rattrape. Quand je dis vous, c'est-à-dire tous les acteurs qui se sont mis autour d'une table pour parler de cette question. Je pense qu'on a raté de faire un bon diagnostic du système, de notre système d'aménagement du territoire. Il y a un diagnostic qui a été fait, mais qui n'a pas intégré tous les éléments pour qu'on ait une analyse sectorielle complète qui puisse permettre de lever des bonnes options pour l'avenir demain. On a raté et je pense qu'on peut très rapidement se rattraper. Je voudrais quand même profiter de ce micro
pour dénoncer certaines attitudes qu'on observe au niveau des personnes congolaises qui, lorsqu'elles sont investies de la moindre parcelle d'autorité publique, il y a une tendance à l'ivresse. On est ivre, on est dans une position de voir les autres vers le bas. Je crois que c'est important de le dire. On est ministre aujourd'hui, on est directeur de cabinet aujourd'hui, on est directeur aujourd'hui, c'est pour servir l'intérêt national. C'est aussi pour faire des arbitrages autour des flots, des recommandations que le ministère est appelé à recevoir et à être au-dessus de la mêlée pour pouvoir recevoir, y compris des suggestions, des analyses qui heurtent le ministère. Vous voyez, on peut ne pas être d'accord avec une analyse qui est faite, avec une réflexion qui est faite, avec une manière de penser qui n'est pas la vôtre, mais il faut recevoir les gens, il faut rester au-dessus de la mêlée pour pouvoir capturer ce qui vient des différentes parties prenantes. C'est ce qui donne le sens à la participation, c'est ce qui donne le sens à la consultation. Mais on est très désolé de voir que en lieu et place de recevoir positivement les critiques, on a tendance, et ça c'est un facteur humain, on a parfois tendance à éviter les gens, à les exclure du processus, parce que je n'ai pas reçu personnellement une notification et j'attendais recevoir une notification même écrite que une organisation comme la mienne qui réfléchit, qui fait des critiques positives et qui en même temps fait des suggestions pour faire avancer des réformes puisse être déclarée persona non grata. Vous voyez, et si cela sort d'un officiel, je pense que c'est très grave. Aujourd'hui, nous sommes réconfortés. Aujourd'hui, quand nous regardons le procès Caméré et qu'on voit le procès de 100 jours, je retire ce que je viens de dire. Alors, quand on essaie de voir les différents ministres se succéder à la barre pour rendre compte de leurs actes, nous acclamons cela, parce qu'il faut que ça change. Augustin Poyi, aujourd'hui c'est le 5 juin, le monde célèbre la journée mondiale de l'environnement. L'environnement a également aussi des traits avec l'aménagement du territoire et vice-versa. Quelle est votre lecture des choses par rapport à cette journée Je pense que c'est un mérite qu'au niveau international, on ait consacré une journée sur l'environnement. C'est l'environnement qui nous porte. Si nous le détruisons aujourd'hui, il est certain que nous n'aurons plus rien pour nos générations futures, nos enfants, où est-ce qu'ils vont vivre. Je pense que c'est une journée de recueillement où on réfléchit sur ce que nous avons déjà fait, ce qui n'a pas été fait. En tant que pays au niveau de la RDC, je pense qu'il y a des efforts qui ont été fournis pour essayer de répondre à l'urgence environnementale telle qu'elle est formulée au niveau international. Premièrement, la RDC s'est dotée il y a presque maintenant une dizaine d'années, c'est depuis 2011, d'une nouvelle loi sur l'environnement. Il y a des décrets d'application qui ont été pris et qui essayent d'organiser la prise en compte de l'environnement. Mais ces efforts restent encore mitigés parce qu'il y a beaucoup d'autres choses qui devraient être faites qui ne le sont pas. Nous avons mis en place une agence congolaise sur l'environnement qui est au fait l'œil du gouvernement sur la prise en compte de l'environnement. Mais cette agence aujourd'hui, quand on fait le bilan, on se rend compte qu'elle n'est pas suffisamment dotée de ses capacités opérationnelles pour qu'elle couvre l'ensemble du territoire national. Elle a un déficit en personnel, en moyens, sur le plan financier. Je pense que tout ça constitue des défis pour le gouvernement pour orienter ses priorités de demain. Nous avons également levé l'option que dans les différents secteurs qui ont eu des incidences sur l'environnement, que toutes les politiques qui sont adoptées dans ce secteur disent comment elles comptent intégrer la prise en compte de l'environnement lorsqu'elles seront opérationnelles demain. Donc il faut un bilan à être fait au niveau de différents secteurs pour voir où est-ce qu'on en est là. Alors parce qu'on parle aujourd'hui de la question de l'aménagement du territoire,
Nous avons des idées que nous avons consignées dans notre projet. On a proposé un projet, je l'ai dit tout au long de mon intervention, qui essaye de voir comment nous pouvons intégrer la question des évaluations environnementales stratégiques dans la conduite des processus d'aménagement du territoire. Et là, c'est assez clair. Et une fois l'évaluation stratégique réalisée, comment est-ce que concrètement, dans la conduite de la mise en œuvre de la politique d'aménagement du territoire, les études d'impact sont prévues pour être intégrées dans tout ce dispositif-là. Donc c'est assez clairement présenté dans le document que nous avons présenté. Maintenant, il revient au pays de capitaliser tout ça pour qu'on ait une dynamique d'action. Et je pense qu'une des actions principales que nous devons mener, c'est vraiment l'action de la préservation de l'environnement. Je parlais des tourbières, je parlais de la protection de la biodiversité. Tout ça fait partie de l'environnement. Quels sont les mécanismes que nous avons mis en place pour garantir que dans tous les secteurs possibles de la vie nationale, on va préserver l'environnement. C'est là le grand défi et il nous faut un grand bilan pour pouvoir mieux définir nos priorités de demain. Merci beaucoup pour avoir accepté notre invitation. Ça va continuer. Bien sûr que oui. Donc voilà, nous continuons cette nouvelle page. Cette fois-ci, nous allons aborder la question de la gouvernance forestière parce que la RDC, c'est un pays forestier. Il faut que nous puissions essayer aussi d'analyser dans ce secteur qu'est-ce qui est fait. Et cette fois-ci, je vais recevoir sur ces plateaux M. Jean-Marie Bolika, avec qui nous allons débattre sur la question de la gouvernance forestière.